Bonjour à toutes et à tous. Lundi 15 juillet, 9h, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Salut Laurent, salut Seb, salut Jean-Luc, toujours les fidèles au poste. Merci à vous de votre présence. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Rebonjour tout le monde, désolé, gros bug, j'ai mon logiciel qui s'est mis à jour, qui a lancé une mise à jour en plein milieu du truc, logique. Euh, donc veuillez m'excuser pour ce petit contretemps. Salut Jérémy, re-salut Jean-Luc, salut Corentin, c'est bon, salut Christophe. Vous me voyez, vous m'entendez correctement? Salut Antoine, salut Yann. Ok, c'est bon. Bon, j'espère qu'il ne va pas y avoir de mise à jour. Au milieu. Alors, vu qu'on a pris un petit peu de retard, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, vous le savez, semaine dernière, ce qui s'est passé mercredi, on a eu Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine. Alors d'ailleurs, je ne partage pas le bon écran, je vais partager celui-là. Donc mercredi, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, qui a appuyé et qui a un petit peu plus alimenté les espoirs, ou en tout cas les anticipations de baisse des taux de la Fed le 31 juillet. Donc dans 15 jours à peu près, 16 jours très exactement, on a cette grosse réunion avec très certainement, en tout cas c'est ce qui est pricé par le marché, hein, 100% de chance, en tout cas estimé par le marché, que la Fed baisse ses taux. Si elle ne le fait pas, je pense que ça, je ne vais pas dire que ça va être catastrophique, mais en tout cas on marquera un point haut sur les indices. A priori pour le moment c'est pas le cas. Donc on a eu reflux du dollar. Je vous rappelle que le dollar avait reprogressé après le NFP il y a 2 semaines, vendredi, pas de la semaine passée mais la semaine d'avant, suite aux très bons chiffres du NFP. Donc le marché s'est un peu ravisé sur la baisse des taux de la Fed, mais finalement, voilà, a priori, il y a plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine qui sont OK pour baisser les taux. Pourquoi? Tout simplement parce que la situation n'est pas bonne. On a eu le PIB en Chine cette nuit qui est ressorti conforme aux attentes à 6,2% contre 6,4% si je ne me trompe pas le mois précédent. Donc a priori, bah, ça continue à baisser également en Chine, etc., etc. Bref, a priori, ce serait quand même légitime qu'il y ait une baisse des taux. Ok. Donc, du coup, deux réactions très importantes. Un, chute du dollar, c'est normal. D'accord. Quand vous avez une baisse des taux, vous avez bien évidemment après la chute, entre guillemets, la baisse de la devise de la zone géographique en question qui correspond à la Banque centrale américaine. Euh, et deuxième réaction, eh bien, petite picouse d'assouplissement monétaire, d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed égale hausse des actifs risqués et donc hausse des actions qui composent les indices. Les indices américains font des nouveaux records historiques et en Europe, bien évidemment, alors c'est toujours un petit peu délicat. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de ce week-end sur YouTube. Vous avez cette décorrélation qui est en train de se mettre en place entre les indices européens et les indices américains. Donc les indices américains qui sont toujours dans leur mode on vise la planète Mars, hein, même plus la Lune maintenant, c'est plutôt Mars, euh, voire même au-delà. Alors que sur les indices européens, c'est un petit peu plus délicat parce que bah il n'y a pas véritablement finalement en zone euro de la part de la Banque centrale européenne d'assouplissement enfin réduction de taux. De toute façon, les taux sont déjà à zéro ou négatifs en tout cas sur les taux de dépôt de la Banque centrale européenne. Lorsque les banques prêtent à la Banque centrale européenne, elles perdent de l'argent. Voilà. Donc les taux sont déjà négatifs, ce taux de dépôt est déjà à moins 0,3%. Donc de toute façon, elle ne pourra pas forcément plus baisser les taux, sauf lancer des TLTRO, des LTRO et lancer en quantitative easing, ce qui d'ailleurs n'est pas impossible, puisque c'est Christine Lagarde qui est appelée une blanche colombe, donc qui est très dovish, très partisane d'assouplir à fond la politique monétaire pour pouvoir relancer l'économie, même si le rôle de la Banque Centrale Européenne, c'est pas de relancer l'économie, c'est de stabiliser l'inflation à 2%. Voilà. Contrairement à la Fed, qui regarde quand même vachement les marchés, vachement le dollar, etc., etc.
Euh, progression des indices, décorrélation entre les États-Unis qui montent et l'Europe qui baisse. Le plus faible parmi les indices européens, c'est le DAX. Voilà. Cette semaine, donc comme vous le voyez ici, dans le truc que j'ai mis, la petite intro de mon carnet de bord de la semaine, vous avez le bal des publications d'entreprises qui a déjà commencé mais qui va s'intensifier, surtout aux États-Unis. En France, sur le CAC, je crois qu'il n'y a que Publicis cette semaine. En Allemagne, SAP. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez SAP ou pas? Petit sondage, petite explication, petite interrogation surprise. Je sais que vous êtes très très chaud, très demandeur, très actif sur le DAX. Donc la question est, est-ce que vous connaissez SAP? Il y a un petit décalage, je crois, de 8-10 secondes, donc je vous laisse le temps de me répondre. Est-ce que vous connaissez ou pas? Alors, je sais que Jean-Luc, tu fais partie des VIP, je sais que tu connais SAP. Pour les autres, Julien, Julie, ok? Donc, connais pas, ok? Les autres, c'est très important hein, de répondre. En tout cas, de se poser la question. Non, non, non. Ok. Deuxième question. Est-ce que vous tradez le DAX ou pas? Est-ce que vous tradez en priorité le DAX ou vous tradez, je sais pas, que le CAC ou que le Nikkei ou j'en sais rien, ou que l'Eurodoll ou que... Enfin, j'en sais rien en fait. Ça, c'est la deuxième question. Oui, oui, oui. Ok. Alors, voilà pourquoi c'est très important. DAX, Do. Ok, parfait. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question-là? Parce que généralement, et c'est l'un des vices, c'est de se dire, ok, je vais trader un actif. Pourquoi? Parce que c'est le plus liquide, c'est le plus logique, c'est le plus volatile, c'est celui qui bouge le plus, c'est celui que je comprends mieux, c'est celui qui est le plus propre techniquement, c'est celui sur lequel tout le monde parle, donc forcément je vais faire comme tout le monde, etc. etc. Je vous conseille très fortement, avant de vous lancer dans des trucs, etc., d'essayer de travailler un petit peu toute cette vision globale. C'est ce que j'essaye de vous apporter, hein, justement, c'est aussi mon rôle, enfin mon rôle, j'ai pas de rôle, mais je veux dire, c'est aussi mon objectif, c'est d'essayer de vous donner peut-être deux trois idées pendant cette demi-heure, même si on a eu 15 minutes de retard, pour que vous puissiez un peu apprendre des choses, j'espère, et comprendre et surtout vous approprier certaines façons de faire. Donc il faut vraiment toujours aller à la source. Pourquoi est-ce que c'est très important en SAP? SAP font, alors quelqu'un m'a répondu, CRM, en gros comment dire, ils font ce qu'on appelle des pro-logiciels, c'est des logiciels de gestion financière, de gestion de ressources humaines, relations clients, etc., etc. Bref, c'est surtout des ventes de logiciels de ce type-là. C'est le leader mondial, d'accord? Donc c'est pas non plus un petit truc. C'est la plus grosse pondération de l'indice DAX. C'est la plus grosse pondération de l'indice DAX. Donc forcément, SAP, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez là il y a un trimestre, le trimestre dernier, on a eu la publication de SAP, et vous aviez à un moment donné le DAX, je m'en souviens très bien, c'était il y a 3 mois, le DAX explosé, et tous les autres indices ne bougeaient pas. Et là, vous dites, merde, le DAX, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc en Allemagne, nanana, il y a Angela Merkel qui a balancé un truc, etc., etc., enfin, j'en sais rien.
Et là, vous vous dites, vous savez pas pour qu'est-ce qui est en train de se passer. Et en fait, si vous ne savez pas que c'est la plus grosse pondération, notamment SAP, qui était en train de faire des records historiques, un open égale plus bas, un gap open égale plus bas, qui était en train d'exploser ses records, je ne sais plus si c'était annuel ou historique, bref, peu importe, qui était en train de mettre une grosse bougie rouge qui prenait 13%. Et si vous ne savez pas que c'est la plus grosse pondération et c'est à cause ou grâce à ça, entre guillemets, que l'indice était en train d'exploser, voilà. SAP fait tout ça, ça fait quand même 27 milliards de chiffre d'affaires annuel. Elle capitalise 145 milliards. D'accord? Voilà. Voilà pour la petite histoire, tout simplement pour vous dire qu'il faut il faut essayer de faire attention à ce genre de choses, surtout lorsqu'on a des publications d'entreprise. Je vous rappelle que les indices sont composés d'actions, que le DAX est calculé en fonction est pondéré en fonction de la valorisation des entreprises comme sur le CAC, sauf que sur le CAC, il n'intègre pas les dividendes. Sur le Dow Jones, par exemple, c'est uniquement en fonction du cours de l'action. Donc, il s'en tape de savoir que c'est telle boîte ou tel machin qui est le plus valorisé. Il part du principe qu'il est calculé uniquement en fonction de le cours, la valeur d'une action. Peu importe que ça soit la plus faible capitalistiquement parlant, etc. Voilà. Donc SAP, surveillez bien SAP en Allemagne. Surtout, en plus, je sais que 90% des personnes qui sont ici traitent que le DAX et que le Dow. Donc faites bien attention et suivez, même si vous n'y connaissez rien en microéconomie, etc. Vous pouvez pas, ça va pas vous permettre, très certainement pas vous permettre de prendre une décision sur le DAX, mais au moins vous savez qu'en fonction de ça, si SAP elle est en train de faire un open en extrême, prendre 5, 6, 7, 8, 9, vous ne mettez pas en face d'un flux sur le DAX parce que vous savez qu'il y a SAP au moins qui a publié meilleur que prévu, perspective relevée, etc. Ce genre de choses assez basiques mais très importante sur votre trading. Ok, voilà, ça c'était la petite minute pédagogique entre guillemets, ouverture d'esprit si je peux l'appeler comme ça. Donc il y a beaucoup de publications, il y a Citigroup cet après-midi, etc., etc. Donc il y a pas mal de publications à suivre. Le carburant, en effet, vous savez qu'il y a deux carburants, c'est Trump et c'est les banques centrales. Maintenant que la baisse des taux directeurs est largement pricée et quasiment évidente le 31 juillet, si tel n'est pas le cas, ça risque de faire assez mal quand même sur les marchés parce qu'ils sont largement préparés. Ça risque de faire mal également sur le dollar américain qui va s'envoler. Je ne pense pas que la Fed, maintenant ayant quand même largement préparé le terrain, se risque au jeu de dire on va marquer un point haut sur les indices américains. Vous savez que Trump était peut-être le premier d'ailleurs à tweeter que le Dow Jones passait les 27 000 points la semaine dernière. Donc vous savez que Trump quand même suit plus que dans le coin de l'œil l'évolution des marchés, etc. Voilà. Qu'il s'en gargarise d'ailleurs ou pas, peu importe, on s'en fout. Mais tout ça pour vous dire que maintenant le marché va être focalisé sur ces publications d'entreprise. Pourquoi? Parce que la macro est pourrie. Je vous ai suffisamment rabâché avec ça ces derniers mois. Ces dernières semaines, ces derniers mois. La macroéconomie est quand même pourrie. Sur les publications de ce trimestre-là, je crois qu'on attend à peu près sur les publications du SP500 un recul de 3% des revenus. D'accord? À peu près en moyenne. Donc ça veut dire que bien évidemment, si c'est meilleur que prévu, on va se dire oui, bah, la micro repart. Donc c'était simplement qu'un creux de vague sur la macroéconomie et donc derrière on peut continuer cette tendance haussière, etc., etc. Donc là disons que ça va donner ce que j'appelle un carburant, un catalyseur sur les marchés et c'est en fonction je dirais de ces publications d'entreprise que le marché très probablement prendra une direction à moyen long terme, plutôt à moyen terme sur les 3 prochains mois. Je ne parle pas sur du court terme là maintenant tout de suite, mais en tout cas jusqu'à la rentrée septembre-octobre. En fonction de ça, on aura une tendance très certainement qui va se marquer. Pour le moment, on va le voir juste après. La tendance reste plutôt neutre. On est proche de la borne haute d'un range weekly. Alors sur les indices européens, sur les indices américains, il n'y a pas de borne haute. On est dans une espèce d'ascension absolument hallucinante. Nouveau record historique de jour en jour, de semaine en semaine. Il n'y a absolument aucun signal de retournement.
Il y a absolument, alors je vais pas dire aucune raison de vendre, c'est très difficile d'acheter d'un point de vue psychologique sur des records historiques. Et je vais vous montrer d'ailleurs, je vais pas dire une astuce, mais quelque chose peut-être qui va vous permettre de switcher, je vais dire d'un point de vue psychologique. C'est ce que j'utilise notamment lorsqu'on est en bear market. Alors pour le moment on n'y est pas, mais au moins ça vous permet peut-être de changer votre façon de voir les choses, ou en tout cas compléter votre façon de voir les choses. Donc voilà pour la partie on va dire macro. Le DAX sous-performe, j'en ai déjà parlé. Le dollar américain pour le moment est en conso latérale. Et pour le moment début de semaine, pour le moment plus de chances d'être dans le sens de toutes les tendances qui sont en place. On va voir ensemble où est-ce qu'on en est. La semaine dernière, pour celles et ceux, j'ai essayé de poster dans le... Alors je sais pas si ça marche pas ou si ma question a été mal tournée ou je sais pas. J'avais posé la question quel était le plan DAX en début de semaine. Mon plan DAX en début de semaine dernière, donc il y a une semaine le lundi, c'était achat au-dessus de 12 004, vente en dessous de 12 380. D'accord, c'était en gros le gros seuil. Au-dessus de 12 004, plutôt privilégier les achats. On a fait la semaine dernière une zone sur les 12 400. On s'est arrêté, on a relancé un petit peu, très très faiblement. On est rapidement à passer en dessous. Je vous ai dit en dessous de 12 380. Je ne cherche ensuite que des ventes sur des unités de temps courtes sur IVT pour le savoir. Au moins je vous donne la position. On est short swing sur le DAX à 12 380. Vous voyez, donc 12 380, c'est exactement la zone sous laquelle je disais je ne cherche que des ventes. Là, ce matin, on est en train de faire ce qu'on appelle un open égal plus bas. Je vais vous montrer tout de suite le graphique ici. Hop, on va se prendre le DAX cash. Je vais agrandir mon écran, ce sera plus facile. Tac, tac, tac. Voilà, concernant le DAX, ce qu'on fait, on est en train de faire, on est en train de faire ce matin un open égal plus bas. On a toujours cet Island Reversal, vous savez, l'Island Reversal, c'est un îlot de retournement où vous avez un gap haussier, plusieurs bougies, etc. On regape ensuite à la baisse, à la hauteur, enfin, c'est pas en tout cas à la hauteur, mais quasiment en tout cas à la hauteur du gap haussier précédent. Ça nous donne un trou de cotation. En gros, vous avez une euphorie qui est en train de se mettre en place avec un gap haussier ici. Et derrière, finalement, switch psychologique, bim, on passe de l'euphorie à la panique, entre guillemets, gap baissier. Derrière, ça appuie, etc. Sauf que là, pour le moment, l'Island Reversal, je ne vais pas dire qu'il n'est pas confirmé, il n'est pas infirmé. Et pour le moment, il ne donne pas grand-chose. Donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir être très vigilant. En tout cas, je vais être très vigilant. Si on repasse sous les 12 330, 12 320, je ne vais pas attendre forcément les plus bas. Mais sous 12 320, 12 340 à peu près, sous cette zone-là, j'appuierai de manière un peu plus intensive mes ventes. Tout simplement parce que je pars du principe que cet Island Reversal, déjà, le DAX sous-performe tous les autres indices. D'accord, sous-performance, sur-performance, je pense que pour tout le monde, c'est bon. Sous-performance, ça veut dire qu'il baisse plus vite et il monte moins vite. Donc, autant être vendeur sur le DAX que d'être vendeur sur les indices américains qui, eux, surperforment. Donc, ils montent plus vite et ils baissent moins vite. Voire d'ailleurs, ils ne baissent pas du tout. Donc, voilà. Voilà concernant plutôt la stratégie swing pour le moment. C'est zone d'alerte 12 320, 12 340, tout simplement parce qu'on part d'un principe d'un Island Reversal, figure de retournement, etc. Même si la tendance pour le moment reste largement haussière depuis le début de l'année, vous le voyez, canal ascendant, etc. etc. Voilà. Pourquoi j'achète pas le DAX? Tout simplement parce qu'encore une fois, on est dans cette logique de figure chartiste qui normalement fonctionne, que j'affectionne plus particulièrement. Alors, les bébés abandonnés aussi, ça fonctionne. Bébé abandonné, c'est le principe d'un Island Reversal avec une seule bougie, au lieu d'en avoir plusieurs. Voilà. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 12 450, allez, 12 005, pour le moment, l'Island Reversal n'est absolument pas invalidé. Donc pour le moment, à très court terme, là, aujourd'hui, là où on est en train de parler, 12 360, objectivement, open égal plus bas, petit gap haussier. Pour le moment, être vendeur, prendre une position maintenant à la vente, c'est rentrer contre un flux, contre l'open, contre ce qu'ont décidé les investisseurs, les opérateurs depuis le début de l'open cash. Voilà. Donc c'est contre un petit peu tout ça. Donc là, on se met un petit peu en défaut pour le moment. Vaut mieux rester, enfin en tout cas,
je vous transmets hein, ce que je fais, ce que je pense, ce que j'estime, ce que je vais faire, mes scénarios, etc., mes différents scénarios. Après, bien évidemment, vous prenez ce que vous avez envie de prendre et d'appliquer ou pas. Mais pour le moment, il vaut mieux, je pense, rester à l'écart. Attendre de voir, c'est toujours ce qu'on fait sur IVT, entre 10h30 et 11h, d'essayer de voir si l'open égale plus bas, plus le petit gap qu'on a eu ici, nous donne derrière un flux qui est vraiment présent, qui est vraiment solide et qui nous permet pourquoi pas d'aller chercher un petit peu plus haut. On va voir maintenant, ce qui va être très important, c'est dans un premier temps les 12 320, 12 340 autour de cette zone-là, et surtout si on pète l'open, c'est-à-dire qu'on repasse sous 12 346. Si on passe sous 12 346, d'ailleurs je vais mettre une alerte tout de suite ici avec vous, dès qu'on repasse là en dessous, ça veut dire que le flux haussier qu'on est en train de mettre en gap, l'open en gap, plus l'open en extrême, derrière est invalidé, et du coup ça confirmerait notre position swing sous 12 380, etc. Ok, voilà pour le moment. Donc j'achète pas l'accélération haussière, etc. Ok, je ne vends pas pour le moment l'accélération haussière non plus. Mes zones d'alerte, mes zones de short, c'est 12 340, 12 320. Ok, et tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 12 450, 12 500 points, pour le moment, il n'y a pas forcément d'invalidation à avoir sur une stratégie swing. Voilà. Donc, voilà pour la position, pour la stratégie, on va dire, de la semaine swing pour le moment. Ensuite, sur les autres indices, sur le CAC, c'est un petit peu délicat parce que on est dans une phase, regardez ici, on est tout simplement, hein, c'est simple, mais en même temps, c'est compliqué à la fois. C'est une phrase qui ne veut absolument rien dire et que je déteste. Mais on est, voilà, regardez ici, il y a deux choses. C'est un, on est sous une zone de résistance annuelle énorme. Ça, vous le savez, hein, normalement. Prenez toujours un petit peu de recul. On part toujours sur les unités de temps longues. Ok. Et ensuite, si on se place en 4 heures, on est dans une dynamique largement haussière ici, où à chaque fois qu'on a des phases de latéralisation, qu'elles soient en drapeau, en fanion, en triangle, en tout ce que vous voulez, hop, à chaque fois forcément on en sort par le haut, tout simplement parce qu'une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Et voyez encore, une fois, deux fois, trois fois, et là visiblement on est en train de faire un gap haussier, open égal plus bas, sorti par le haut de cette phase de stabilisation, enfin cette phase de drapeau, etc., de fanion, ce que vous voulez. Et a priori on a plus de chances d'en sortir par le haut, par le bas, et a priori on est encore en train d'en sortir par le haut. Donc c'est ce que je vous disais la semaine dernière sur le DAX, c'est que toujours privilégier la tendance haussière parce que la tendance restait haussière tant qu'on était au-dessus des 12 004. On a flirté avec le 12 004 une fois, on a fait 12 004, 12 466, re 12 004, 12 450, troisième fois, pardon, ici, etc. Donc c'était vraiment la grosse zone. On s'est fait peur un petit peu en dessous. Pour le moment, on est en train de travailler cette grosse zone 12 380, 12 400. Là, vous voyez qu'on est en train de repasser au-dessus. Mais pour moi, c'est vraiment pas un signal d'achat. Enfin, après, je peux bien évidemment me tromper, hein, bien évidemment. Mais pour le moment, pour moi, on est dans une dynamique à très court terme horaire qui est en train de s'installer à la baisse. On est en train de rallier ce qu'on appelle la MM50, la moyenne mobile à 50 périodes, on donnait 4 heures, plus la bande de Bollinger supérieure qui montre qu'on est sur le haut, la fourchette haute de l'écart type de volatilité historique sur les 20 dernières bougies. Et donc, pour moi, on est plus dans une zone de vente autour des 12 450 que acheter 12 415 en espérant que derrière ça parte direct. Voilà. Donc, pour le moment, attendre voir si cette zone des 12 420 on échoue en dessous. Les plus offensifs, si on passe sous 12 400, pourquoi pas prendre une petite position vendeuse avec un stop très serré à 40-50 points, point barre, c'est tout, on teste une fois. Et par contre, short un peu plus appuyé sous 12 320, 12 340. Voilà pour moi la stratégie. CAC à 12 000, non, je pense pas. Tu sais que le CAC intègre les dividendes. Donc si le CAC est à 12 000, ça veut dire que le Dow Jones, il est à 100 000. Et que le DAX est à 40 000. Donc, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Même qu'il retourne
sur le CAC, hein, je vous rappelle que le CAC détache les dividendes. Donc déjà, même s'il se retrouve à 7000, je vais pas dire que c'est impossible, mais disons que ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tu as une croissance à deux chiffres dans tous les pays. Tu as une croissance à deux chiffres, à mon avis, en zone euro et en France. Ce que j'en doute quand même. Euh, voilà concernant le DAX, puisque c'est celui que vous affectionnez plus particulièrement. Notez bien ça sur votre bloc-notes, notez bien vos plans, vos zones d'intervention, etc. Moi, je vous ai donné les miennes. Ok, 12 440 plutôt zone de vente à très court terme ici. Zone de vente appuyée si on repasse sous 12 320. Entre les deux, je fais rien. Voilà, tout simplement. Parce que je suis pas un scalper. Je suis pas quelqu'un qui prend des positions toutes les 3 minutes et j'ai plus ce besoin d'assouvir, de cliquer sur le bouton de la souris toutes les 3 secondes. Donc j'identifie des zones, j'identifie la tendance baissière en horaire, toujours baissière sous 12 420, 12 440, autour de cette zone-là. On a fait 30 là à l'instant. Si on passe sous 12 004, petit short, stop à 40-50 points pour privilégier la tendance horaire pour le moment. Et sous 12 320, on infirmerait, on enfoncerait un petit peu plus le clou et on validerait peut-être de manière un peu plus fortement cette figure en Island Reversal. Ok. Concernant le CAC est à 15 000. Le CAC GR est à 15 000. Celui qui est comparable au DAX. Concernant les autres actifs, si vous tradez d'autres actifs, le dollar toujours baissier dans la perspective d'une baisse des taux de la Fed le 31 juillet. Il n'y a pas de raison qui bourre plus que ça, qui remonte, etc. a priori. Donc dans la même logique, si on est baissier sur le dollar, on est comment sur l'or? On est haussier, on est effectivement haussier, tendance haussière, phase de stabilisation. Une fois, on en sort par le haut, deux fois, on en sort par le haut. Drapeau, on en sort par le haut. À nouveau ici, phase de latérisation, on en sort par le haut. Triangle symétrique, on devrait en sortir par le haut. Voilà, on est toujours dans cette dynamique haussière. Sur le gold, 1, parce que c'est plutôt considéré comme une valeur refuge, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là. Vous savez que les perspectives macroéconomiques ne sont toujours pas bonnes, etc., etc. Que les taux sont négatifs en Allemagne, en France, ils sont repassés positifs. Mais les taux obligataires sont négatifs en France et en Allemagne, en tout cas proche de zéro pour la France. Je crois qu'on est repassé au-dessus de zéro. Donc valeur refuge pour ces raisons-là. Et également, c'est une paire du Forex. Donc si le dollar baisse, l'or monte. De point de vue mécanique et toutes choses égales par ailleurs. Donc pour le moment, et d'un point de vue technique d'ailleurs, même si on ne sait pas ces deux choses-là, entre guillemets, et ben pour le moment, on est dans une phase de latérisation, dans un triangle symétrique qui a plus de chances de s'en terminer par le haut. Voilà, tout simplement. Donc on travaille toujours à l'achat sur IVT. L'or, on travaille toujours à la vente. Le dollar, on travaille toujours à l'achat. L'eurodoll, l'euro-dollar, on a, tac, 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 il est où? Il est là. 1,1280. On avait, pour moi, ma zone d'achat idéale à très court terme, c'était 1,1180. On s'est arrêté à 1,12. La zone d'achat, pour moi, à moyen long terme, c'est toujours 1,1120. Depuis plusieurs mois maintenant, depuis le début de l'année, c'est 1,1120, une fois, deux fois, trois fois, etc. Zone de vente à très court terme, plutôt autour de 1,1350, 1,14. Tout simplement, on est dans un range. Vous prenez ici du weekly. Vous prenez du weekly, vous prenez la bande de Bollinger supérieure, ça vous donne la volatilité historique sur les 20 dernières semaines. L'écart type max, ça vous donne 1,1120, 1,14, tout simplement. Voilà. On cherche des achats en bas. Dès qu'on s'y approche vers 1,12, 1,1180, on essaye de prendre toujours un petit peu de marge. On ne va pas faire 1,1120 au pic près. Derrière, ça ne va pas rebondir, entre guillemets. Il faut travailler cette zone à plusieurs reprises. Et de la même manière ici, on est dans un range de toute façon moyen terme. Donc tant que il n'y a pas de surprise, de machin, etc. concernant les politiques des banquiers centraux, que ce soit la Banque Centrale Européenne, sauf si Christine Lagarde nous balance un quantitative easing en zone euro, pourquoi pas d'ici la fin de l'année, en début d'année prochaine, parce que la situation est catastrophique. Là, effectivement, on pèterait tout sur l'eurodoll
Et on irait pourquoi pas à un 10. Mais pour le moment, on n'y est pas. Ça dépendra de la Banque Centrale Européenne. Mais pour le moment, on est absolument dans un range complètement maîtrisé. Sur les indices américains, tendance haussière absolument hallucinante. Il n'y a aucune raison pour le moment de chercher des shorts. Vaut mieux chercher des shorts, encore une fois, sur le DAX, qui lui est dans une dynamique baissière horaire et qui sous-performe tous les autres indices. Moi, je suis incapable de payer les indices américains en swing à moyen terme maintenant à 27 400 sur le Dow Jones. Non, je ne peux pas. Voilà, donc à tort, très certainement. Le SP500 à 3000 points, c'est très compliqué également parce que, et c'est aussi là-dessus que je voulais finir du coup, on est déjà 10h moins 10. Je vais vous montrer, peut-être vous faire switcher d'un point de vue psychologique. Regardez, alors ça j'utilise généralement quand on est en marché baissier. C'est pas le cas. Mais ça vous permet peut-être de le comparer à des actions, ce genre de choses qui sont dans des tendances baissières très très fortes. Voilà. Je vous montre. Je vais inverser les bougies. Vous allez voir, on va faire un petit exercice. C'est rigolo et c'est surtout que ça peut vous servir. Voilà. Je vous donne donc ici le SP500. Ici. Le SP500 en données mensuelles inversées. Voilà. Donc là, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est ultra baissier sur le SP500, ça veut dire que là, forcément, bien évidemment, on est ultra haussier, alors que pour le moment, on est plutôt face à ce qu'on appelle un couteau qui tombe. Donc, pour retourner ce type de tendance, va falloir mettre une sacrée bougie impulsive. Et quand bien même on a eu des sacrées bougies impulsives en fin d'année dernière, si vous vous souvenez, entre Noël et le jour de l'an, où on a des sacrées bougies impulsives ici mensuelles, etc. Ça n'a absolument rien donné. Donc on dirait en fait finalement une crypto qui est en train de mourir. C'est le graphique d'une crypto qui est en train de mourir. Et encore, je ne sais même pas si j'en ai sous le coude. Ça c'est le Ripple. Non, même pas en fait. Ouais, si, j'en ai quelques-unes de crypto qui sont en train de mourir. Bref, tout ça pour vous dire, essayez de vous dire, est-ce que je short, est-ce que je suis dans le bon sens, est-ce que je suis pas dans le bon sens, etc. Quand bien même vous avez du mal à utiliser les tendances, vous faites quelque chose de simple, vous retournez le graphique. Et là, vous dites, ok, est-ce que dans cette situation-là, j'oublie tout ce que je viens de voir, tout ce que je viens de penser, tout ce que je pense du marché, etc. Est-ce que j'achète ce type de configuration à tout prix ou pas? Ou est-ce que j'attends qu'il y ait un signal de retournement avant de commencer à poser la question de payer parce qu'on a fait une phase de stabilisation et derrière qu'on a des signaux qui nous permettent d'inverser cette tendance ou pas? Pour le moment, a priori, c'est pas le cas. Voilà ce que ça donne. On est plutôt en train de péter un support et voire même objectivement, moi j'aime pas trop faire ça là maintenant sur les indices américains. Mais shorter maintenant, bon, c'est quasi impossible. Mais vaut mieux en tout cas à très court terme, a priori, être dans le sens de la tendance pour le moment, le temps qu'il y ait quelque chose qui nous indique qu'on se retourne ou pas. Voilà. De la même manière, vous voyez ici que sur l'or, vaut mieux être vendeur qu'acheteur. Je suis en graphique inversé, hein, pour ceux qui rejoignent, n'ayez pas peur. Ok. Est-ce que j'avais quelque chose à vous dire d'autre? Voilà pour le cadrage un petit peu global. Donc on est à peu près, c'est pour ça que je disais ici dans ce truc-là, pour le moment, on a de grandes chances d'être dans le sens de toutes les dynamiques de la semaine passée jusqu'à ce qu'il y ait les publications de résultats qui soient dévoilées. Citigroup, il y a beaucoup de bancaires cette semaine, surtout aux États-Unis. Et surtout, si vous tradez le DAX, suivez la publication de SAP. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre attention. Excusez-moi pour le délai ce matin, il y a eu mon truc qui s'est mis à jour, je ne sais pas, au milieu.
Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Suivez bien SAP sur le DAX. Suivez bien les publications d'entreprises américaines. Prenez 10 minutes plutôt que de prendre 10 minutes à essayer de trader, d'acheter, vendre n'importe comment. Prenez plutôt 10 minutes pour au moins savoir ce qui a publié. Est-ce que c'est meilleur ou moins bon que ce qu'attendait le marché? Au moins ça, quoi. Voilà. Sans faire une analyse approfondie de tous les comptes sur les 3 dernières années de chacune des sociétés qui va publier, bien évidemment. L'objectif, c'est pas là. C'est d'essayer de déterminer une tendance, d'essayer de déterminer un flux qui est en train de se mettre en place à cause ou grâce à quelque chose, et d'essayer de l'exploiter au mieux en ayant conscience et connaissance de tous les éléments qui nous entourent. Voilà, ça vous évitera de faire n'importe quoi en tout cas, et au moins ça vous permettra de réfléchir un petit peu. Merci à toutes et à tous, bonne journée, bonne semaine, et bon boulot, bon trade. Ciao.